Voici 5 actions françaises sur lesquelles vous devriez éviter d'investir en 2026. Cette vidéo est la sixième d'une série dans laquelle je vous partage mon avis sur les plus grandes sociétés françaises basée sur ma propre notation qui examine 26 ratios financiers. Mais également, je vais vous transmettre pour chacune des sociétés 3 raisons précises pour lesquelles il serait judicieux de ne pas investir en 2026 afin de vous forger votre propre avis. Vous êtes prêts? C'est parti pour la première entreprise. Mais avant, si vous découvrez ma chaîne, je m'appelle Rémi Allard, analyste financier indépendant depuis 2021, et pour chaque année, j'analyse financièrement plus de 1500 sociétés pour dénicher les meilleures entreprises mondiales. L'objectif, viser une surperformance en bourse avec un risque maîtrisé. Alors, si vous souhaitez qu'on travaille ensemble, cliquez sur le premier lien en description pour découvrir ma stratégie, la méthode Allard. On commence avec le géant mondial de l'optique, Essilor-Luxottica. Sa note est de 7,03 sur 10. C'est une belle société qui contrôle toute la chaîne de valeur de la fabrication des verres, les montures Ray-Ban, Oakley, jusqu'au magasin Grand Optical. Alors, pourquoi je suis méfiant pour 2026? Voici 3 raisons. La raison numéro 1 est une diversification excessive. Jusqu'à présent, la thèse était claire. La vue baisse partout dans le monde, donc Essilor gagne. Mais récemment, le groupe a racheté la marque de streetwear Supreme pour 1,5 milliard de dollars. Qu'est-ce qu'un fabricant de verres médicaux va faire avec une marque de skateboard et des suites à capuche? Pour moi, c'est vraiment un signal d'alarme. Peter Lynch appelait ça la diversification. C'est quand une entreprise ne sait plus quoi faire de son cash, elle commence à acheter n'importe quoi en dehors de son cœur de métier. Et cela dilue la qualité du business model et la marge opérationnelle. La raison numéro 2 est une gouvernance toujours complexe. La fusion entre Essilor, les ingénieurs français, et Luxottica, les designers italiens, a été un feuilleton dramatique pendant des années. Aujourd'hui, le camp italien, donc la famille Del Vecchio, dirigée par Francesco Milleri, a pris le pouvoir. Mais la structure reste lourde. En 2026, la question de la succession et de la ligne directrice va se poser à nouveau avec ces acquisitions hétéroclites. Et le marché aime la clarté. Ici, on commence à avoir un conglomérat un peu flou. Est-ce de la tech, de la santé, de la mode? Et ce manque de lisibilité peut peser sur le multiple de valorisation. Et la raison numéro 3 est une valorisation de tech pour une croissance de consommation. L'action se paie souvent entre 40 et 50 fois les bénéfices. C'est le prix d'un Nvidia aujourd'hui, sauf que Essilor-Luxottica ne croît pas à 15% par an. La croissance organique est plutôt autour de 4-5%. Donc payer un PER de 50 pour une croissance de 5%, c'est mathématiquement dangereux. Le rendement du free cash flow est souvent inférieur à 3%, et si les taux d'intérêt restent autour de 3 ou 4% en 2026, il n'y a aucune prime de risque à détenir cette entreprise à ce prix-là. Donc, en conclusion sur Essilor-Luxottica, c'est une entreprise dominante, mais sa stratégie commence à s'éparpiller avec Supreme. Et je n'aime pas quand les dirigeants jouent au roi de la mode avec l'argent des actionnaires. Donc, je reste à l'écart tant que la stratégie ne se clarifie pas, à éviter. En deuxième position, nous retrouvons Christian Dior. Sa note est de 7,06 sur 10. Alors, il faut qu'on soit clair tout de suite. Christian Dior, donc l'action cotée, ce n'est pas la vente de parfums ou de robes. C'est une holding qui est détenue à 41% par LVMH. Donc, quand vous achetez du Dior, vous achetez du LVMH avec un emballage différent. Alors, pourquoi je vous dis d'éviter Dior en 2026? Eh bien, pour 3 raisons. La raison numéro 1 est une décote de holding qui ne se résorbe pas. Historiquement, on achetait Dior parce qu'il avait une décote. L'action valait moins cher que la somme des actions LVMH qu'elle possédait. Et on espérait que l'écart se réduise. Mais la réalité, c'est que cette décote est structurelle. Elle oscille entre 10 et 15%. Et elle ne bouge pas. En 2026, il n'y a aucune raison que Bernard Arnault simplifie cette structure. Il l'a déjà fait en partie en 2017, mais depuis, plus rien. Donc, parier sur une réduction de décote qui n'arrive jamais, c'est de l'argent immobilisé sur un espoir technique plutôt que sur une réalité économique. La raison numéro 2 est une liquidité beaucoup plus faible. LVMH est l'action la plus liquide d'Europe. Vous pouvez acheter et vendre des millions d'actions en une seconde. Christian Dior a un flottant, donc c'est le nombre d'actions disponibles pour le public. Beaucoup plus faible, car la famille Arnault détient presque tout, plus de 97% du capital et des droits de vote. Et cela signifie que les gros investisseurs institutionnels ne vont pas sur Dior, ils vont sur LVMH. Et moins de flux acheteurs est égal moins de dynamique haussière en cas de rallye du luxe. Et la raison numéro 3 est un risque de retrait de la cote. Et c'est un risque à double tranchant. Vu que la famille Arnault possède presque tout, il pourrait décider de retirer l'action de la bourse en rachetant les minoritaires, vous. Vous allez me dire, super, ils vont payer une prime. Mais pas forcément. Si l'offre est au prix du marché sans gros bonus, vous êtes forcé de vendre à un moment fiscal qui ne vous arrange pas forcément. Donc, investir dans une société dont le capital est verrouillé à 97%, cela n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, en conclusion sur Christian Dior,
c'est une excellente boîte par procuration puisque c'est LVMH. Mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Si vous aimez LVMH, achetez LVMH directement. Dior n'apporte aucune valeur ajoutée à votre portefeuille, juste de la complexité, donc à éviter. Et la troisième action est Schneider Electric, la star industrielle française du moment. Sa note est de 7,07 sur 10. C'est une entreprise magnifique, positionnée sur les deux méga-tendances du siècle, à savoir l'électrification et le numérique. Mais attention, quand tout le monde est d'accord pour dire qu'une action est géniale, c'est souvent le moment de vendre, pas d'acheter, et voici 3 raisons. La raison numéro 1 est l'effet de mode IA et data center. Pourquoi l'action a-t-elle explosé? Parce que Schneider équipe les data centers, donc le refroidissement, la gestion d'énergie. Et qui dit data center dit intelligence artificielle. Schneider est devenu la pelle et la pioche de la ruée vers l'or. Le problème, c'est que le marché a déjà intégré des années de croissance exceptionnelles dans les cours actuels. Le PER atteint des sommets historiques, souvent supérieurs à 30, et en 2026, si la construction de data centers ralentit ne serait-ce qu'un tout petit peu, parce que Microsoft ou Google réduisent leur capex, la déception sera brutale. Donc on n'achète pas une cyclique au prix d'une valeur de croissance perpétuelle. La raison numéro 2 est une concurrence chinoise sur l'électrique. Schneider est un leader, mais la Chine pousse fort, et des acteurs comme Huawei ou d'autres industriels chinois montent en gamme sur les ondulateurs, les gestionnaires de réseau et les équipements basse tension. Pour l'instant, Schneider tient bon, grâce à son logiciel et ses services. Mais la guerre des prix sur le matériel est inévitable à moyen terme. Si les marges brutes de Schneider, qui sont excellentes, commencent à s'éroder à cause de ses concurrents asiatiques en 2026, le multiple de valorisation va se dégonfler. Et la raison numéro 3 est une cyclicité masquée. On oublie souvent que Schneider réalise une grosse partie de son chiffre d'affaires dans le bâtiment, le résidentiel et le tertiaire. Or, le secteur de la construction neuve est en crise dans beaucoup de pays occidentaux et en Chine à cause des taux élevés. Et cette faiblesse est actuellement masquée par le boom des data centers. Mais si le moteur data center cale, on se retrouvera face à une exposition du bâtiment qui est en récession. Schneider reste une valeur industrielle cyclique, donc l'acheter en haut du cycle est historiquement l'une des erreurs les plus coûteuses en bourse. Donc, en conclusion sur Schneider Electric, sa note est de 7,07 sur 10, et c'est mérité. Mais je ne l'achète pas à ce prix-là. Si vous voulez l'ajouter à votre portefeuille, j'attendrai une correction de 20 ou 30% lors de la prochaine frayeur sur les valeurs tech IA pour entrer. La patience est votre meilleure arme ici, donc pour l'instant, à éviter. On continue avec la société Publicis. Sa note est de 7,09 sur 10. C'est une note très élevée pour le secteur de la publicité. Arthur Sadoun a fait un travail remarquable. Publicis surperforme ses concurrents, donc WPP ou Omnicom, et a pivoté vers la data avec Epsilon et Sapient. Alors, pourquoi je la mets dans la liste à éviter pour 2026? Voici 3 raisons. La raison numéro 1 est la menace existentielle de l'IA générative. Et c'est le grand sujet. L'IA, donc Midjourney, Sora, Gemini, permet de créer des images, des vidéos et des textes publicitaires pour quasiment 0 €. Alors que le modèle économique des agences de pub reposait sur la facturation d'heures de créatif et de production. Si les clients comme L'Oréal, Nestlé, etc. peuvent générer leurs pubs en interne avec une IA, ont-ils encore besoin de payer Publicis aussi cher? L'IA est donc une pression déflationniste énorme sur le secteur. Publicis dit qu'ils vont l'utiliser pour être plus rentable. C'est vrai à court terme, mais à long terme, donc 2026 et plus, la barrière à l'entrée de la créativité s'effondre. Et la valeur ajoutée risque de fondre. La raison numéro 2 est la fin des cookies tiers et du ciblage. Le monde de la publicité numérique change. Google supprime les cookies tiers, Apple verrouille le suivi des utilisateurs, cibler la bonne personne devient donc plus difficile et plus cher. Et même si Publicis a de la bonne donnée, avec Epsilon, le marché de la pub devient plus complexe et opaque. Et les budgets des annonceurs pourraient se déplacer vers des plateformes fermées, comme Amazon ou TikTok, où Publicis a moins de levier. Et la raison numéro 3 est une sensibilité macroéconomique extrême. La publicité est la dépense la plus facile à couper pour un directeur financier. Si 2026 est une année de croissance molle ou de récession technique, les budgets marketing seront coupés instantanément. Publicis est une valeur à bêta élevée, on dit. Ce qui veut dire que quand le marché a peur, Publicis plonge 2 fois plus vite. Donc, malgré sa bonne gestion, c'est une action qui vous empêchera de dormir si l'économie tressaute. Avec une note de 7,09, les fondamentaux sont intéressants, mais le secteur est sur une plaque tectonique instable. Donc, en conclusion sur Publicis, c'est la mieux gérée de son secteur, et bravo pour ça, mais je n'investis pas dans un secteur dont le modèle économique est menacé de disruption totale par la technologie dans les 5 ans à venir. C'est trop incertain, donc à éviter. Et enfin, nous allons parler d'Air Liquide, l'entreprise la plus populaire chez les investisseurs français.
Sa note est de 7,18 sur 10. Elle propose un dividende croissant, des actions gratuites tous les 2 ans. Vous allez me dire, Rémi, tu ne peux pas critiquer Air Liquide. Eh bien si, voici 3 raisons pour lesquelles vous devriez éviter d'investir dans cette société en 2026. La raison numéro 1 est une prime de qualité devenue excessive. Tout le monde veut du Air Liquide pour se protéger. Et résultat, l'action est devenue très chère par rapport à son historique. Le PER dépasse souvent les 25 ou 28, le rendement du dividende est tombé sous les 1,8%, et posons-nous la question. Est-ce judicieux de payer 25 fois les bénéfices pour une entreprise qui fait croître son chiffre d'affaires de 5 ou 6% par an? En réalité, c'est très défavorable. Vous payez une prime de sécurité énorme. Si les taux d'investissement sans risque, donc les obligations, sont de 3 ou 4%, Air Liquide devient mécaniquement moins attractive. De plus, le cours pourrait stagner pendant 3 ans juste pour digérer cette valorisation excessive. La raison numéro 2 est un mur d'investissement dans les transitions énergétiques. Air Liquide veut être le leader de l'hydrogène vert et de la décarbonation. C'est noble, mais ça coûte une fortune. Les CAPEX, donc les investissements prévus, sont colossaux. Des milliards d'euros. Et pendant la phase de construction de ces usines géantes, le free cash flow est sous pression. L'argent qui part dans les tuyaux pour l'hydrogène, c'est de l'argent qui ne part pas en dividendes exceptionnels ou en rachat d'actions pour l'actionnaire. Et la raison numéro 3 est un risque lié au fait d'être un substitut obligataire. Air Liquide est souvent utilisé par les investisseurs comme une alternative aux obligations. Mais en 2026, si l'inflation repart ou si les taux restent hauts, ce statut va se retourner contre elle. Pourquoi prendre le risque d'une action qui peut baisser de 20% pour toucher 1,8% de dividendes et 5% de croissance, quand des obligations d'État ou des comptes à terme vous donnent du 3,5% garanti? La concurrence des placements sans risque est le pire ennemi de la valorisation de cette société. Donc, en conclusion sur Air Liquide, c'est une entreprise à garder si je l'ai achetée il y a 10 ans, pour la fiscalité et le rendement sur coût. Mais je n'achète pas de nouvelles actions aujourd'hui, car le potentiel de hausse à moyen terme est mangé par la valorisation de départ, donc à éviter. Quelle est la leçon de cette vidéo? C'est la leçon la plus dure à apprendre en bourse. Une bonne entreprise n'est pas toujours un bon deal. Si vous achetez de la qualité à n'importe quel prix, vous obtiendrez des rendements médiocres. C'est ce qui s'est passé avec les Nifty 50 dans les années 70 aux USA. Des boîtes géniales, comme Coca ou McDonald's, que les gens ont acheté trop cher, ils ont mis 15 ans à retrouver leur argent. Donc pour 2026, mon conseil est simple. Ne soyez pas des moutons de panurge qui achètent les valeurs préférées des Français juste par habitude. Soyez des chasseurs de valeurs. Cherchez la qualité, donc des notes supérieures à 8,6 sur 10, mais avec une valorisation raisonnable. Cherchez les oubliés, les incompris ou attendez les cracks pour ramasser ces pépites à bon prix. Et si vous voulez un raccourci et connaître ces entreprises excellentes à prix raisonnable, j'ai identifié une liste d'actions qui ont des notes de plus de 8,6 sur 10 et qui se paient encore à des prix décents. Pour découvrir cette liste, rendez-vous dans mon programme La méthode à l'art en cliquant sur le premier lien en description. Merci de votre écoute et à bientôt!